16 décembre 2024, mesdames, messieurs, qu'Horizon Midi soit avec vous. Bienvenue encore à toute première sortie livraison de la semaine de ce programme aussi important qui ne cesse en tout cas de s'imposer au sud du Sahara médiatiquement parlant. Il faut dire que l'actualité a battu son plein cette semaine, ce week-end. J'ai failli dire entre justement cette rencontre des chefs d'État de la SEMA qui répondent davantage présent à l'appel de leur devoir. Ce sera exactement à 14 h au Palais de l'Unité alors que les échanges tourneront certainement sur la question du franc CFA et même sur la situation économique de ces 6 pays que regorge justement la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler en thématique centrale ce matin et nous sommes pour les fêtes de fin d'année à une période où les églises battent davantage justement leur plein dans les grandes métropoles du Cameroun. Il faut justement questionner l'impact de ces églises sur la vie des Camerounais. Ce matin, on aura justement l'occasion d'épiloguer sur la thématique avec des chroniqueurs brillamment installés sur ce plateau et puis un tour dans le monde. On abordera justement la question relative au Mali, Niger et même le Burkina Faso. Finalement, la CEDEAO qui a accepté officiellement de prendre acte de leur décision, on se souvient, alors que ces 3 pays ont visiblement manifesté de se retirer de la CEDEAO. Il y a quelques jours seulement, on aura justement l'occasion d'en parler au cours de cette production. Mesdames, messieurs, sont déjà très bien installés dans ce studio et sur ce plateau juste à ma gauche, l'intrépide, l'indéfectible Ivan Ameni, les fils représentant de la région de l'Ouest Cameroun. Il nous vient des profondeurs de la ville de Bafan. Il aura ainsi la lourde responsabilité d'analyser l'ensemble des thématiques qui lui seront ainsi posées sur la table ce matin. Juste face à lui, un officier de réserve JCF, Jean-Claude Fouda. On le reconnaît bien sûr à travers ses analyses outils et même pointillants. Il a bien sûr un encre assez pistolet. Il aura également l'occasion d'analyser l'ensemble des informations ou de l'actualité qui lui seront déposées sur la table, mesdames, messieurs, ce matin. Je suis l'unique étoile du drapeau camerounais. J'ai les signes honneurs, le bonheur, le privilège de modérer encore les échanges ce matin. Installez-vous confortablement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. La guerre des adultes, Maître Alice Nkom, le ministre Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, continue justement ce lundi. On attend de voir finalement est-ce que Maître Alice Nkom acceptera de se rendre relativement à cette convocation à elle adressée par le préfet du département du Vouri. L'actualité justement suit son cours et on vous rendra compte fidèlement dans les jours à venir ou dans les prochaines heures. Ivan Ameni, bonjour et bienvenue sur le plateau de Horizon Midi ce matin. Bonjour Romaric Noifeu, bonjour à Jean-Claude Fouda, bonjour à tous les millions de téléspectateurs d'Horizon 3 Télévision. Bonjour également aux Camerounais de la localité de Yingué. C'est juste à quelques kilomètres de la ville de Douala. Bonjour à mes amis et frères de ce côté-là. Vous avez passé un week-end assez particulier, Ivan Ameni. Qu'est-ce qui a marqué votre week-end certainement? Non, le week-end était très super. Le week-end était très mouvementé, puisque nous étions sur le terrain pour essayer d'étudier le comportement des Camerounais durant cette période festive. Et on se rend compte que c'est plutôt compliqué. Les Camerounais n'ont pas les moyens pour fêter. Même le carrefour Vombi, qui autrefois était appelé le carrefour qui ne dort pas. À ce niveau-là également, on note que malheureusement le carrefour, ça dort, parce que c'est très dans cette année 2024 pour ces Camerounais-là. Ça ne donne pas. La vie chère est de plus en plus asphyxiante dans le quotidien de bon nombre de Camerounais. Jean-Claude Fouda, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Horizon Midi. Bonjour Romaric Noifeu, bonjour à Ivan Ameni. Bonjour tout aussi, j'imagine, ces téléspectateurs qui sont désormais des affiliés justement d'Horizon Midi. Et à qui on dit bonjour, ceux-là qui souffrent le chaud et le froid et le chaud d'ailleurs. J'imagine avec le contexte actuel, les impôts qui ne cessent de grimper, les Camerounais qui perdent espoir, on espère tout simplement qu'on tiendra le coup avec 2025 qui s'annonce véritablement dur.
C'est un réel plaisir de vous avoir ce matin sur ce plateau, Jean-Claude Fouda. Et puisque vous vous adressez justement à l'ensemble de ces Camerounais, nous avons réalisé un reportage justement dans la région du littoral, dans la Sanaga maritime, de ce côté avec les dons gracieusement offerts par l'honorable Ngo ici, épouse Mbok, l'honorable justement député PCRN, qui est allé répondre favorablement aux cris des populations. On va, dans le cadre d'une mise en bouche constituée, ou alors que constitue cette émission ce matin, on vous propose de regarder ce reportage qui a été brillamment concocté par notre rédaction, et puis on se retrouve derrière pour décrypter cette analyse. Est-ce que finalement les hommes politiques dits de l'opposition ne devraient-ils pas suivre l'exemple de l'honorable Ngo ici, épouse Mbok, en répondant favorablement aux cris et à l'appel de leur population? De l'eau à gogo à Sombo. 4 nouveaux forages ultra-modernes sont désormais disponibles et fonctionnels. 4 zones ont vu la coupure du ruban, désignant la mise en service de ce précieux liquide. Diban Centre, Momdiban, Peslipan et Sombo. Autrefois oubliés, les populations de ces localités ont enfin vu une lueur d'espoir avec l'arrivée de l'honorable Roland Ngoy Simbok, député PCRN, qui a répondu à leurs cris de détresse. Alors, ce qui motive un tel don, c'est les populations. Parce que les populations, comme j'ai l'habitude de le dire, sont un peu comme quasiment oubliées du reste du pays. Et ce sont des cris qui nous sont parvenus. Et j'ai écouté ces cris. Depuis 4 ans, elles travaillent sans relâche pour améliorer leur quotidien en mettant à leur disposition des fonds mobilisés. Alors je me suis mise à travailler parce qu'il faudrait que je dise que ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est un travail de près de 4 ans. Et les fonds, justement, qui ont permis à ce que ceci soit fait, sont les fonds mobilisés pour les projets, les micro-projets parlementaires. Grâce à l'action de plusieurs figures du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et impulsé par le président Cabral Libi, les populations lui disent merci, merci et merci, mais pas trop fort, car ils disent ne pas vouloir qu'elle se croie une déesse. Nous disons merci, merci, merci infiniment. Nous disons merci beaucoup. Au nom de toute la population, je dis merci. Donc j'ai fait le déplacement ce soir pour venir dire merci à l'honorable. La main qu'il reçoit continue toujours à demander. Nous demandons à l'honorable de penser à d'autres quartiers environnants. Le centre de CMA a un plateau technique aux normes internationales constitué de 2959 éléments exactement, qui vont désormais favoriser l'accès aux soins de qualité et redonner de l'espoir aux malades. La joie était unanime, au point de ne laisser indifférents les élus locaux d'un autre bord politique. Bon, je parle du RDPC. Ils n'ont pas dansé la danse du ventre pour célébrer. On le regarde et on apprécie. Moi, j'apprécie à la juste valeur l'ouvrage qui est ici, sans oublier celui d'où nous sortons. Ces populations disent merci, car elles auront désormais de la lumière pour se faire nettoyer leurs plaies. Les lampadaires solaires, ultra lumineux et 6 bornes de rechange sont disponibles. C'est un véritable engagement en faveur des populations de Diban, un don qui s'inscrit loin d'une campagne électorale, mais qui pourrait bien lui valoir quelques votes supplémentaires. Les gens se propulsent souvent à la tête des choses, mais parce que le député vient de faire là. Les populations reconnaissantes de ces efforts disent attendre avec impatience les prochaines élections. Pour faire quoi? Eh bien, pour lui dire merci une fois de plus et pour lui demander de continuer à faire couler le lait et le miel dans cette localité. Et comme le dit la Bible, c'est lui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel et l'Éternel lui remboursera. Proverbe chapitre 19 en son verset 17. Alors, l'honorable Roland Ngoy Simbok peut en être sûr que son investissement lui sera rentable, au ciel au moins. Si au PCRN, chacun fait sa part, l'honorable Ngoy ici a fait bien plus. Mogem, et sa particularité justement, il va amener, c'est qu'on a vu le maire Émile Niemek, qui est justement maire RDPC, saluer justement ce geste magnanime manifesté par l'honorable Ngoy ici, épouse Mbok. Finalement, on a des bords politiques qui finissent par apprécier ce que les autres font, même si cela disent justement à l'opposition. Est-ce que ce n'est pas un signe
de mutualisation justement des efforts dans le cadre du renforcement du cadre de vie de ces populations? Justement, c'est une bonne initiative parce que vous savez, nous sommes dans un pays où malheureusement, dans la quasi-totalité des régions du pays, on note encore l'abondance des problèmes primaires. Le cas vécu dans cette partie du Cameroun n'est pas uniquement le progrès de ces Camerounais-là. Si vous venez même à Yaoundé, il y a des endroits à Yaoundé où les populations pour avoir de l'eau potable. Il y a des endroits à Yaoundé qui ne sont pas électrifiés. Vous êtes allé à Isseux, allé dans mon village à Isseux, quelque part, à quelques kilomètres de Yaoundé, là-bas, c'est compliqué d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau potable à profusion également. En plein Yaoundé, même dans des quartiers UP de la ville de Yaoundé, il c'est rare de voir les populations qui consomment l'eau du robinet et autres. Mais là, vous voyez, à travers le reportage que nous venons de regarder, on voit des populations qui consomment cette eau sans réellement avoir des difficultés ou encore des inquiétudes sur l'état de santé. C'est une invite également à l'endroit aussi d'autres élus de la nation d'emboîter le pas également à l'honorable Ngoïse et à faire également pareil parce que il y a tout un budget. Ils ont des budgets qu'ils reçoivent également du côté de l'Assemblée nationale. Ils ont même des moyens pour la réalisation des mini-projets et autres encore qui sont également au service du peuple, même si c'est vrai, question de l'action gouvernementale et autres. Mais lorsqu'on est député, quand même, ça doit être palpable. Il faut dire quand même qu'on voit au moins quelques réalisations que vous abattez au quotidien pour permettre à ces populations-là de vivre paisiblement. Maintenant, pour revenir dans la vidéo, on a bien un militant du RDPC. C'est ce type de Cameroun qu'on souhaiterait bien avoir parce qu'il y a des niveaux où la quasi-totalité des Camerounais sont objectifs, où ces Camerounais-là sont d'accord avec ce qui se passe. Lorsque, par exemple, vous dites que l'état de la route est assez incroyable, délabré ou encore la chaussée qui est dégradante au Cameroun et autres, il y a quand même certains militants du RDPC qui sont d'accord avec ce que vous expliquez, mais seulement par ricochet. Maintenant, il y a aussi certaines sorties de ces militants du parti au pouvoir qui parfois inquiètent bon nombre de Camerounais, parce qu'il y a quand même des militants qui vous disent que c'est maintenant même que le chef de l'État est plus jeune, c'est maintenant que le chef de l'État a assez d'énergie pour gouverner le Cameroun. Vous voyez qu'à ce niveau-là, en tant que citoyen camerounais même qui attend que les conditions de vie des populations s'améliorent au quotidien, ça devient compliqué pour vous d'accepter ou encore de suivre les dires de ces militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais effectivement, il y a que la vie chère aujourd'hui au Cameroun, ça ne distingue plus les idéologies ou encore les partis et autres. Même les militants RDPC, lorsqu'ils vont au marché, ils achètent également l'huile raffinée à 1500, 1700, à 1800 même francs CFA parfois pour d'autres. Et parfois, lorsqu'on fait des dénonciations et autres, il y en a des militants également qui rejoignent le tout social, la quasi-totalité de ces Camerounais-là qui au quotidien souffrent le martyre. Mais il n'y a que certaines sorties, comme je le précise encore, nous inquiètent. Parce que quand un militant du RDPC vous dit quand même que c'est maintenant que Paul Biya commence à gouverner le Cameroun. En fait. Donc il m'a dit que c'est un signe annoncé. Donc ils estiment qu'en fait 42 ans c'est rien. Oui. Donc vous plaignez pourtant 42 ans c'est comme 2 semaines et autres. Donnez encore même 42 ans au chef de l'État. Là maintenant il va pas faire son magistère en fait. Jean-Claude Fouda, ils sont exactement 180 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement, si chacun de ces députés posait quand même une action louable, comme celle qu'a posée l'honorable Ngo ici, Plouzombok, il est clair que les populations aujourd'hui seraient quand même à un certain niveau, contrairement à ça à quoi elles vivent? Oui, je pense quand même qu'on devrait saluer justement à titre ce geste de l'honorable Ngo ici, qui, ma foi, démontre là, suffit que la politique n'est pas qu'une simple vue de l'esprit. Tout à fait. Nonobstant les pensées de ceux-là qui ont la majorité obèse, qui sont à l'Assemblée nationale, qui estiment que 42 années, c'est pratiquement la moitié du chemin. Il faudrait qu'on leur en donne encore 42, encore qui précisent que petites années encore. Et donc, le fait que le maire qui est ressortissant du RDPC salue d'ailleurs cette initiative me semble quand même indiquer qu'on est là pratiquement aller proche des populations. L'honorable Ngo ici est justement allé toucher du doigt les réalités des populations. Et là, elle démontre qu'elle est redevable, entre guillemets, de ces populations-là. Même si d'aucuns s'accordent dans le parti qui est au pouvoir, dit qu'ils ne doivent rien aux populations. Ce qui est peut-être la réalité aussi, parce que voyez-vous, avec les investitures qui ont cours
côté-là, tout à fait. On devait rendre compte aux populations. Et donc, ici vient là pratiquement rompre avec cette habitude, cette fâcheuse habitude, cette formule qui donc est usitée au niveau des parlementaires du RDPC. Et il me semble que c'est une initiative à encourager. Et comme vous l'avez si bien indiqué, il faudrait évidemment que chacun à son niveau essaye de faire ce qu'il peut faire. Justement. Et au moins, les populations qui très souvent sont bernées à la veille des élections, pour ceux qui se contentent justement du pain sardine de 1000 francs ou 2000 francs, on a quand même aussi la possibilité de c'est là que beaucoup s'accordent à retenir à leur niveau, voyez-vous, parce qu'il y a beaucoup de parlementaires qui vont dans les bureaux, ils ont des marchés de ce côté-là, mais sauf que ça reste tout simplement à leur niveau. Peut-être du fait aussi que beaucoup ont investi pour arriver à ce niveau de la politique. Et ils estiment qu'il faudrait avoir un retour sur investissement. Il faut avoir un retour sur investissement. Et donc, du coup, on n'a pas la possibilité de penser justement à ces petites populations-là, comme je le dis très souvent, qui souffrent au quotidien et parfois ne comprennent pas. Les députés, des hommes d'affaires entre-temps, alors qu'au départ, il était question que c'était des représentants du peuple. Il me semble quand même qu'il y a une autre façon de faire de la politique et pas se contenter du fait que, comme les autres disent, qu'il faut très souvent aller annoncer ce qu'on va faire. Dès qu'on est voté, on attend le prochain scrutin pour revenir réaliser la moitié, pour qu'on ait au moins l'impression qu'on vous a écouté, voici ce qu'on a essayé de faire. Donc je pense que le Cameroun mérite désormais des parlementaires qui sont à l'écoute de leurs préoccupations au quotidien. Et quand on sait que la vie continue de grimper, de plus en plus, la vie est devenue de plus en plus chère, et on gagnerait quand même à ce qu'on ait ce type de parlementaires, pas ceux qui vont s'asseoir au niveau du Parlement pour applaudir très souvent. Ils s'endorment et quand on applaudit, on se saute et puis on se met à applaudir. Alors que ceux-là encore n'ont pas compris que même si évidemment on est aux ordres, même s'il y a ce qu'ils appellent là-bas la discipline du parti, il faudrait quand même garder, on va dire, une sorte de lucidité, une sorte d'humanité pour se dire quand même que souffrent à côté, ont aussi besoin qu'à un moment donné, ne serait-ce que par fierté personnelle, qu'on puisse s'occuper de ces populations-là et pas qu'on se contente du fait que, comme le parti a dit, on le fait, alors qu'en réalité, il faut humaniser la politique. Tout à fait. En tout cas, nous en sommes encore à ce niveau et puis on espère tout simplement que les autres vont emboîter le pas. Et puisque vous parlez même d'humanisation, permettez-moi de vous relancer sur cette question, Jean-Claude Fouda. On n'a que dans les pays d'Afrique de l'Ouest, je voudrais prendre l'exemple ici, autant pour moi de la Côte d'Ivoire, à Yopougon, à Abidjan et bien d'autres villes encore, vous avez quand même le bonheur de voir un hôpital général construit pour le bonheur des populations. Mais pour ceux qui vont justement dans ces pays-là au quotidien, est-ce qu'ils ne voient pas comment est-ce que ça se passe et pourquoi ils n'implémentent pas ça chez eux pour permettre aussi à leur population d'en bénéficier? Jean-Claude Fouda, qu'est-ce qui freine? Alors ça, c'est une jolie question qu'on aurait pu adresser justement au ministre de la Santé publique, Manao Damalachi, qui fait comprendre aux Camerounais, du moins il essaye de convaincre les Camerounais que sur le plateau de nos autos respecte les normes internationales à celui justement il a nommé des États-Unis, de la France et curieusement on est assez surpris quand même que ces homologues du gouvernement vont plutôt du côté de l'Occident pour un mal de tête et évitent royalement d'aller justement dans nos mouroirs ici. Et on voudrait que ce sont les communautés qui s'aventurent plutôt de ce côté-là. Et donc il me semble quand même que oui, les pays de l'Afrique de l'Ouest l'ont compris, qu'on ne peut pas investir qui nous reviendrait et qui rentre justement dans ce qu'on va appeler le bien-être des populations et ne pas bien le faire. Et là, on a l'impression qu'on le fait contre les populations. Et donc, du coup, on a comme une fracture abyssale entre les gouvernants, ici au Cameroun en tout cas, et puis les gouvernés. Par contre, c'est une symbiose entre les populations et les gouvernants dans d'autres pays. On gagnerait peut-être à ce que pour que le pays évolue, qu'on puisse davantage macérer justement ces synergies ensemble. Ce qu'on fait sans l'aval des populations, sans l'avis des populations, il y a de fortes chances qu'on le fasse contre les populations. Et c'est davantage ce qui est mis en exergue ici au Cameroun. On se demande bien, mais qu'a donc fait ces misérables populations pour mériter ce type de vie, pour mériter au quotidien ce type de misère, c'est comme si les membres du gouvernement se sont accordés justement à avoir un certain type d'attitude pour continuer justement à presser ces populations-là qui ont perdu espoir. Beaucoup se sont rués dans les bars. Maintenant, on s'accorde aussi à ce que
ces bars-là même aussi soient asphyxiés parce que les prix ne cessent de grimper de ce côté-là. Donc du coup, on est pratiquement balancé. Soit on va à l'église, quand on n'a plus d'espoir, on revient au bar et vice-versa. Donc, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, ceux-là qui, quand même, tiennent les rênes du parti depuis, les rênes du pays depuis un certain temps, commencent à se dire que demain, ils ne seront peut-être plus là. Un peu comme ceux qui vont dans les bars, ils boivent en face d'un cimetière et puis en face, il est possible qu'ils se retrouvent de l'autre côté aussi le lendemain. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie quand même qu'il y a justement un adage qui dit dans mon village natal que quand vous bouffez la patte du chimpanzé ou la main du chimpanzé, n'oubliez pas de regarder aussi votre main, on ne sait jamais. Ça peut vous arriver aussi. Merci Jacques-Claude Foula. C'était justement un sujet de mise en bouche ce matin, Yvan Ameni. Finalement, on va vous rejoindre pour avec vous partager votre fait d'actualité de ce matin. Alors, mon fait d'actualité de ce matin, on va revenir avec cette actualité majeure qui s'est déroulée du côté d'Amawa. C'était le week-end dernier avec l'inauguration du centre hospitalier de référence de la ville de Ngaoundéré. Mais sauf que, avant l'arrivée du Premier ministre du Cameroun, Dr Joseph John Ngouté, il n'y a que les autorités locales de cette partie du Cameroun ont interdit la commercialisation ou encore l'ouverture des différentes boutiques, des débits de boissons, bref, toutes les activités commerciales autour dans l'arrondissement de Ngaoundéré premier et de privilégier plutôt l'inauguration de ce centre hospitalier. On veut bien savoir quel est le lien entre ce Camerounais-là qui est appelé à payer l'impôt, qui est appelé à payer la taxe sur le développement local, qui est également appelé à payer les boutiques à une heure un peu plus bizarre. C'est-à-dire qu'on vous ordonne de tout fermer et de ne les ouvrir que lorsque la personnalité en question est déjà passée. Mais sauf que là, c'est un réel manque à gagner qu'on essaye, n'est-ce pas, de créer dans votre affaire. Vous êtes tout le temps obligé de payer les taxes, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le coût de taxation qui grimpe de jour en jour. Mais lorsque vous voulez justement essayer de vous faire un petit 100 francs comme bénéfice, on vous dit non, le chef de l'État doit passer, il faut fermer vos boutiques. Et puis vous voyez les éléments de la garde présidentielle sur les pruniers, sur les goyaviers et bien d'autres endroits encore. Est-ce que finalement cette situation ou alors cette façon de faire ne vise pas aussi à révolter les populations quelquefois? Alors, Romaric, achat échaudé a peur même de l'eau froide. Vous voyez que on se demande bien qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ceux qui sont autour du chef d'État ont peur, les autorités ont peur, et donc du coup, vous prenez l'image justement du chef d'État qui doit faire une sortie, on demande aux populations de ne plus pratiquement circuler, on demande aux voitures de s'arrêter, il faut pratiquement vider les rues. Alors, si tant est que les Camerounais continuent d'aimer le chef d'État, pourquoi est-ce qu'on en arrive à prendre des mesures aussi drastiques? Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas aux Camerounais de pouvoir applaudir leur chef d'État au passage? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas l'admirer au passage? Je pense quand même que c'est ce type de fonctionnement aux allures, j'ai failli dire, de mesures cosmétiques qui fait qu'à un moment donné, on se pose des questions. Vous allez en route, évidemment, on attendait l'arrivée du chef d'État Faustin Archange Touadéra ce matin, qu'on était surpris quand même que hier encore, les rues n'étaient pas badigeonnées. Mais sauf que vous arrivez ce matin, vous trouvez quand même qu'on a passé de la chaux. Rapidement, quand on dit que tout va bien, ça veut dire que les officiels qui passent par là estiment que tout va bien au Cameroun. Et donc, quand on décide justement de fermer des bars parce qu'une autorité va emprunter un tronçon, c'est justement pour démontrer que tout va bien. Et donc, du coup, les questions qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas constamment, parce qu'on peut le faire. Alors, si ce n'est justement pour continuer à nourrir ceux qui ont estimé qu'il y a un coup d'État scientifique tapis, cela, il semble à s'y méprendre. Parce que, voyez-vous, on a l'impression qu'évidemment, il y a beaucoup de gouvernants qui décident de freiner des quatre faits, que rien ne doit avancer. Et donc, du coup, beaucoup commencent à faire le chapelet, pas pour le président, mais contre le président. On se demande, mais quand est-ce que le père va s'en aller? Beaucoup d'ailleurs souhaiteraient qu'on le laisse aller se reposer au village, que non. Il y en a quand même qui s'accordent à dire qu'il faut qu'il reste encore, même si, visiblement, il est quand même assez... c'est un patriarche. Je pense quand même qu'à plus de 90 ans, on mérite d'être célébré. C'est une grâce d'arriver à ce niveau.
Et au lieu de continuer donc à torturer le chef d'État avec ses ministres pour la majorité, écoutez, nous sommes pratiquement arrivés à un niveau où on ne devrait plus mettre des gants, masquer un certain nombre d'incuries, d'incompétences et même de la mauvaise foi. Il y en a qui s'accordent à dire que c'est même de la sorcellerie, tout ce que les ministres font là. Les mesures que les ministres prennent, on se demande bien, est-ce qu'ils vivent sur la Lune? Et puis les Camerounais sont sur Terre. Donc, au lieu qu'on ait l'impression, ou du moins qu'on soit toujours en train de badigeonner, de colmater, on se rend bien compte que, effectivement, si on a réussi à badigeonner dans la nuit, on peut le faire aussi constamment, à des dates précises. On peut évidemment avoir des routes qui sont colmatées à temps réel, et pas qu'on attende que un membre du gouvernement aille vivre ce qu'il appelait le calvaire quelque part, alors que les Camerounais le vivent déjà tous les jours, et beaucoup peut-être depuis 20 ans, 25 ans, et un peu plus que ça, peut-être 42 ans aussi. Donc du coup, il faudrait peut-être essayer de revoir le modèle de gouvernance qui de plus en plus s'accorde à ce que le modus operandi soit la malgouvernance. Ils estiment en haut là-bas que tout va bien, le pays va bien, et on retire aux populations, je ne vais pas dire le peu d'espoir, mais au moins là où on voit justement leur désespoir, on fait comprendre qu'il faut fermer les bars qui curieusement quand même grimpent, le nombre augmente, et qui est pratiquement en concurrence avec les églises. C'est comme pour dire qu'en réalité, voilà tout ce qui reste aux pauvres. Quand il n'y a plus d'espoir, quand le gouvernement, quand les gouvernants ont échoué, on se rue dans les bars, on se rue dans les églises. Maintenant, les églises aussi ont réussi quand même à berner, à continuer à spolier les populations. Et quand vous voyez un peu le profil de plus en plus des pasteurs aujourd'hui, on est assez surpris quand même qu'il y a beaucoup qui sont allés séjourner en prison. Et c'est souvent en prison qu'on va rencontrer, qu'on a la vision. On parlera justement de ces églises dans le cadre de la première partie consacrée au programme. Parce qu'effectivement, il y a que, au-delà de la prolifération de ces églises, pour ce mois de décembre, ça deviendra un peu plus grave avec les nuits des traversées et tout ce que nous connaissons tout autour, mais des situations qui finalement semblent ne pas avoir un réel impact, que ce soit sur le panier de la ménagère. Alors, mais rassurez, il y aurait l'impact maintenant. Est-ce que l'impact est négatif ou il est positif? Ou positif, tout à fait. Merci pour cette précision. Finalement, c'est une situation assez préoccupante. Vous pensez qu'on pourra, à l'avenir, sortir de l'auberge? Moi, je pense que nos autorités doivent comprendre qu'en fait, la gesticulation n'a jamais développé un pays, en fait. Puisqu'ils sont au courant, c'est juste qu'ils le font, ils font le semblant, comme on dit trivialement au quartier. Les ministres savent que les populations souffrent. Puisqu'il y a des ministres qui ont vécu dans les mêmes quartiers comme nous autres. Ils ont vécu dans nos quartiers. Ils ont abouré également les mêmes voies de circulation que nous utilisons chaque jour. En fait. Ils connaissent le quotidien de ces Camerounais-là. Donc, le Premier ministre sait que lorsqu'on est responsable des débits de boissons, lorsqu'on fait une journée sans travail, il connaît le manque à gagner que ça peut créer. Mais ils font le savoir. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas être dans un pays où la majorité de la population est engagée dans le secteur informel. De quoi ont-ils peur finalement? L'inauguration d'un centre hospitalier de référence. Mais quel est l'impact que ça crée dans l'activité économique de ces Camerounais-là? C'est une visite à l'hôpital. Ça veut donc dire que ceux qui sont invités en grande pompe, il y a le personnel de l'hôpital, il y a peut-être quelques habitants qui ont été mobilisés par le chef de quartier et autres. Tout à fait. Globalement, l'inauguration d'un centre hospitalier de référence, il faut toute la population de Gaoundéré à ce niveau. C'est impossible, c'est pas normal. C'est pas comme si on est en train d'inaugurer, je sais pas, ou un aéroport, ou encore que même quand on fait l'inauguration même des stades, c'est pas toute la population qui s'y rend. Ils doivent savoir qu'en fait, lorsque il y a des événements dans les différentes villes et autres, en fait, on doit plutôt permettre à la population d'évacuer paisiblement à leurs occupations quotidiennes. Parce que nous sommes dans un contexte où il y a des Camerounais qui, lorsqu'ils font une journée sans travailler, ils font également une journée sans manger. C'est automatique. Puisque pour qu'ils mangent, il faut qu'ils travaillent d'abord. Et ils sont engagés dans un domaine où il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils soient engagés également et autres, en fait. Donc on va juste sortir par là en disant que tout simplement que la gesticulation, malheureusement, n'est pas une source de développement. Alors, Romaric, vous permettez peut-être avec votre convenance, je m'en voudrais d'ailleurs de ne pas mettre un peu le doigt dans cette plaie-là. On se demande bien comment est-ce que c'est possible que le chef d'État, quand il se déplace, un peu comme beaucoup d'autres autorités qui ont justement emboîté le pas dans cette façon de fonctionner, on décide d'arrêter la circulation. Parce qu'on imagine un peu que vous avez votre épouse qui va donner naissance à votre premier et seul enfant. Et puis, on est bloqué. Et puis, dans la voiture, malheureusement, elle vient à perdre la vie. Comment est-ce qu'on va le faire? Il y a des cas de ce genre-là
beaucoup de populations, c'est l'économie qui est pratiquement bloquée. Maintenant, oui, on peut le comprendre que le chef d'État doit passer, il faut arrêter la circulation. Mais maintenant, ce qui me semble assez insolite et farfelu, c'est que le chef d'État passe peut-être à 17 h, comme c'est le cas quand il rentrait de sa petite visite, ou du moins son court séjour privé c'était seulement 49 jours, me semble. 49 jours. Et donc, quand il doit rentrer autour de 17 h, on vous fait quand même comprendre qu'on a bloqué les routes depuis midi. Il y en a qui exagèrent quand même. Parfois depuis 11 h. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Peut-être que le père est encore dans l'air, ou du moins, je ne sais pas moi, il est peut-être encore au palais, il est encore couché parce qu'il doit partir du palais pour le village. On vous dit que c'est à 15 h, mais on décide de bloquer la route à 10 h. Entre-temps, les populations souffrent. Beaucoup de manque à gagner parce qu'il y en a qui ne vont pas rejoindre leur bureau à temps, qui auront des sanctions au niveau du boulot, l'entreprise ne va pas produire, et cette entreprise qu'on viendra presser, cette fiscalité qui ne fait que grimper toujours. Donc, il y a quand même des conséquences qu'on devrait pouvoir tirer. Alors, quand ces dirigeants-là vont dans d'autres pays, parce qu'ils préfèrent plutôt aller de ce côté-là pour des vacances, pour aller se faire soigner même un simple rhume, est-ce que de ce côté aussi, on voit comment ces pays-là qui sont plus développés que le Cameroun, on décide de bloquer la route juste parce qu'un ministre doit passer ou alors un président doit sortir. Parce qu'on prend des dispositions, on peut quand même se décider que si le président part du palais pour l'aéroport, le temps qu'il parte, on essaie de le chronométrer. Si ça prendra 30 minutes, mais quand on décide de barrer la route, quand il est à côté, et puis que le cortège passe et qu'on laisse les populations continuer à vaquer à leurs occupations. Donc, à ce niveau, on est pratiquement en train d'encourager les Camerounais à prendre le maquis. Et quand je parle de maquis ici, c'est pour ces opérateurs économiques, pour ces promoteurs de petites entreprises qui aussi emploient au quotidien quand même des populations qui parfois touchent 50 000 francs. Et les 50 000 francs parfois qui arrivent souvent au lance-pierre. Mais écoutez, si un chef d'entreprise ne s'en sort pas et qu'on vienne justement lui mettre la pression qu'il puisse tout ce qu'il y a comme taxe, il va prendre le maquis. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va finalement ramener son entreprise à la maison et il commencera justement à vendre, si ce sont des articles, il les vendra à partir de la maison. Donc du coup, vous voyez que pour ces impôts qu'on aurait pu prélever parce qu'on connaissait son lieu de travail, son lieu d'exercice, de son business, on n'aura plus de traçabilité sur lui. Quitte à dire qu'on ira justement dans les maisons des uns et des autres pour essayer d'avoir une certaine traçabilité sur les activités qu'on fait au quotidien. Je pense quand même que quand on prend un certain nombre de mesures, qu'on tienne aussi compte à long terme de l'impact que cela aura. Nous voici qui parlons de plus en plus de l'IRPP avec l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Où est-ce que ces populations iront chercher justement ce revenu-là? Parce qu'on est pratiquement là, rentré dans l'ère de l'impôt obligatoire, comme ce fut le cas par le passé. On n'a pas avancé en tout cas. Merci Jean-Claude Fouda. C'est malheureusement une situation qui continue d'interroger l'inquiétude de plusieurs Camerounais. Pourquoi tout fermer lors de l'inauguration italienne, comme ce fut le cas en Ngaoundéré? Pourquoi tout fermer lors du passage d'une autorité de haute envergure, un chef d'État ou que sais-je encore? Ce sont là quelques attitudes qui visent justement à ralentir ou à créer un véritable manque à gagner à ces commerçants qui pourtant au jour le jour sont davantage pressés par le coût de la taxation. Finalement, c'est donc une situation et un sujet partagé avec nous sur ce plateau par Yvan Améni. Nous allons marquer le tout premier arrêt, mais alors un arrêt majeur dans le cadre de ce programme pour sillonner justement la église et l'impact que celles-ci ont davantage sur le panier de la ménagère pour cette veille de fête de fin d'année au Cameroun. Retour sur le plateau au mois de décembre de chaque année. Il y a justement les nuits de croisade qui sont organisées par les hommes de Dieu, les églises dites de réveil catholiques ou que sais-je encore. Sauf que la question à nous poser ce matin par Yvan Améni dans le cadre de cette rubrique, on en parle, et celle de savoir finalement quel est l'impact que ces croisades ont finalement sur le quotidien des Camerounais. Justement, il faut savoir que nous sommes dans un pays sous-développé. En voie de développement, disent-ils. Non, le Camerounais, quand on marche à Yaoundé, en fait, il y a les indices. Il y a les indices de développement. Il ne faudrait pas qu'on trompe les Camerounais qui nous regardent. C'est quel qualificatif qu'ils utilisent? Il y a les indices de développement. Donc, quand vous êtes dans les pays développés,
on n'a pas besoin de vous le dire. Vous-même, vous voyez comment le développement est perceptible, comment le développement est visible. Est-ce que lorsque vous partez dans la ville de Tcham, le développement est visible? Est-ce que lorsque vous partez dans la ville de Bafoussam, le développement est visible? Est-ce que lorsque vous partez dans la ville de Douala, est-ce que le développement est visible? Le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures. Le développement, c'est aussi le niveau de vie des populations et autres, en fait. Dans un pays où le SMIC n'atteint pas 100 000 francs CFA, nous sommes un pays en développement. Qu'on ne trouble plus les Camerounais avec des expressions un peu futiles à la limite. Le Cameroun est un pays sous-développé parce qu'il y a des indices, il y a des critères qui démontrent à suffire que le Cameroun est un pays sous-développé. On vous a compris sur cette question. Maintenant, parlons de la nuit. Parlons de la nuit des croisades. Pour venir à la nuit des croisades, on le reprécise encore. Ce qui nous inquiète ce matin, c'est que le Cameroun est un pays sous-développé. Aller à l'église, mais comment comprendre que dans un pays sous-développé, qu'on ait quand même des Camerounais qui vont à l'église de lundi à dimanche? C'est quand même inquiétant. À un moment donné, vous prenez le temps pour vous battre même pour le développement de votre propre vie. Et nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Allez au Carrefour Sam, allez à Ngousso, allez à Mokolo. Vous allez voir les plaques sur les nuits des croisades. Et il y a des églises où on vous dit carrément, avec la nuit des croisades, on va purifier les fidèles. Donc, les fagots de péché que vous avez eus tout au long de l'année 2024, une fois que vous participez à cette nuit de croisade, vous devenez un être. Donc, vous naissez de nouveau. C'est le langage qu'ils emploient. Que vous naissez de nouveau, ces péchés-là disparaissent. Si vous avez des problèmes de 100 000, vous les aurez. Si vous avez un problème de travail, vous les aurez. Si vous avez un problème, un manque de mari, vous aurez le mari et autres, en fait. C'est notre question fondamentale ce matin. Et l'année qui suit, on revient au galop. Mais on revient encore au galop. La même chose, on dit que non, l'année on revient encore. Il faut avoir la foi. Avec la nuit des croisades et autres. Bon, il faut avoir la foi, mais je ne pense pas qu'on doit avoir la foi en allant à l'église tous les jours. C'est la question fondamentale que nous remettons sur la table ce matin. Jean-Claude Fouda, il y a justement cette situation mise sur la table par Yvan Ameni ce matin. Finalement, à quel sens se vouer quand on sait que prier sans travailler n'est qu'une vocation, quand on sait que travailler sans prier c'est un égarement, les deux certainement qui vont de pair, mais ils sont pour la plupart qui attendent les nuits de croisade pour avoir et les billets d'avion et les mariages et le travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Camerounais qui se comportent de la sorte? Alors, mon cher Romaric, c'est vrai que dans votre corpus argumentaire, j'ai capté quelques mots qui peut-être ne répondent pas directement à votre question. La première, c'est que vous avez parlé d'hommes de Dieu. Vous appelez qui hommes de Dieu? Les pasteurs ou alors nous, dans ce cas, que sommes-nous? Les hommes de Lucifer, les hommes de Satan? Il me semble qu'ils se réclament, il me semble qu'il est convenable de dire que ce sont des serviteurs de Dieu, si c'est le cas, effectivement, parce qu'il y a beaucoup aussi qui servent l'autre, qui ne servent pas forcément Dieu. Maintenant, vous avez dit à quel saint se vouer. Vous parlez de quel saint? C'est le saint comme on connaît saint là, ou alors c'est l'autre saint. Et donc, beaucoup, justement, pencheront pour l'autre saint, parce que pour l'autre saint, le saint là, que vous connaissez peut-être mieux que moi, il est peut-être plus indiqué pour se consoler. Par contre, les autres saints, ils restent quand même questionnables. Il y a beaucoup de saints de plus en plus quand même. Et justement, dans ce chapitre de saints, on rencontre davantage ceux qui ont la peau blanche. Et ça aussi, ça pose un problème. Il y a très peu de saints noirs, mais ils existent quand même, de toutes les façons. Et moi, ça me pose un problème. Oui. Et ça me pose davantage un problème, comme pour dire qu'en réalité, l'Église, pratiquement, c'est une manipulation. La religion, c'est une manipulation. De ce point de vue qu'en réalité, il n'y a pas 10 000 églises sur le terrain. Il faut déjà mettre dans la tête des Africains que la richesse, ce n'est pas bon. C'est pas bon, parce que ça n'amène personne au paradis. Donc on se demande bien où est le paradis. Mais de toutes les façons, il fallait leur faire comprendre que il y a quand même une batterie, un aéropage de mesures qu'on édictait pour que, décidément, l'Africain comprenne cette doctrine-là qui est venue d'ailleurs pour desservir, asservir et plutôt servir justement l'impérialiste qui était venu. Et c'est un discours qui se nourrit aussi justement des gens comme Jean 23 qui estimaient qu'on pouvait désormais racheter. Je me demande bien comment de personnalités vont verser d'énormes sommes dans des églises, estimant qu'ils peuvent justement racheter
On peut investir dans un business et puis avoir un retour sur investissement plus important. Et donc, du coup, vous vous dites, décidément, on peut négocier avec Dieu. Si on a péché, on porte un sac d'argent et puis on négocie avec Dieu. Du coup, on a l'absolution sur le péché commis. Vous voyez un peu dans l'évolution de l'histoire de l'Église catholique, que je connais un peu, avec Borgia, c'est pratiquement une tâche dans la religion, en tout cas catholique, avec Borgia, comme on le sait, était un pape dans la famille Borgia, où il y avait un Méli-Mélo Borgia qui, justement, aimait, ils appelaient ça, ils avaient un thème, les orgies. Et les orgies, c'est vraiment des fêtes de grand là. Voilà. Oui, mais sauf que c'est des fêtes où tout est amoral et immoral. Vous pouvez faire l'amour là-bas pendant que boivent là-bas, pendant que d'autres les orgies en fait. Et Borgia était justement quelqu'un qui aimait davantage les orgies. Ça va dans tous les sens. Et d'ailleurs, tenez, Borgia m'a fait des enfants avec les cousines. Bref, il y a tellement de choses à dire à l'église. Voilà. Au point où, évidemment, quand on en vient aujourd'hui à pratiquement enfumer les Camerounais dans les conceptions, les dogmes, ça devient assez compliqué quand même. L'Église n'a jamais développé un pays. L'Église n'a jamais développé un pays. Si c'était le cas, justement, on connaît des églises qui sont profondément ancrées, n'est-ce pas, dans cette conception-là, mais qui finalement... mais il y a des pays qui ont compris. Hein. Tout à fait. Il me semble qu'il y a le Rwanda qui a décidé, à un moment donné, d'abannir des milliers justement d'églises, comme vous dit que de plus en plus quand même... dans notre contexte actuel, on se rend compte que les églises qui sont là, malheureusement, pour les pasteurs qui sont parfois aussi les promoteurs de ces obédiences-là, beaucoup ont un passé douteux. Et ils profitent justement des pauvres citoyens camerounais qui ont perdu espoir. Et ils s'estiment quand même que c'est de ce côté-là qu'on ira quand même retrouver un peu de réconfort. Mais sauf que quand vous allez de ce côté, si votre épouse est allée là-bas, vraiment, vous voir, parce que finalement, vous faites un mariage, vous faites 17 enfants, donc vous faites quand même comprendre que... Et le pasteur fait comprendre à votre épouse, que vous cachez derrière son orteil. Et donc, ça devient assez difficile. Voilà, il faut organiser justement des nuits de croisade pour vous détruire. Il y a justement cet effet pervers de plus en plus qu'on voit quand même au quotidien avec justement ces familles-là qui sont de plus en plus détruites justement parce que le pasteur a dit. Finalement, c'est le pasteur qui décide de tout ce que vous faites chez vous, même quand vous devez toucher à votre femme. Merci Jacques. Permettez à Ivan Ameni de coller un mot sur ce sujet-là. On reviendra à vous certainement pour sortir de là. Ivan Ameni, il y a justement ces Camerounais qui préfèrent aller célébrer les fêtes des récoltes, apporter de la dîme ou les dîmes chaque fin de mois, des sommes assez importantes pour, n'est-ce pas, construire, disait-il, les terres, comme ils appellent traditionnellement. Mais on se rend compte que davantage, ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là sont d'abord eux-mêmes très pauvres. Et on veut bien savoir finalement, est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser cet argent pour se faire un petit commerce et avoir un retour sur investissement afin justement de sortir aussi de ce piège de pauvreté? Qu'est-ce qui finalement anime les Camerounais dans ces églises? Parce que à chaque fois quand vous allez dans un quartier, vous parcourez 2 mètres, 3 mètres, vous voyez une église après l'autre. Ici, c'est Jésus qui monte sur les escaliers. De l'autre côté, c'est que Jésus est derrière votre dos. En haut, là-bas, c'est que non, vraiment, le diable est sur l'arbre et puis il faut le couper. Tellement d'églises. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Camerounais sont devenus des mougous? On les fait balader un peu de partout. Il faut d'abord dire qu'aujourd'hui, avec la prolifération de ces églises, les promoteurs également de ces pseudo, parce que moi, on ne les considère pas comme des obédiences, parce que quand vous voyez seulement le formulaire ou encore le nom même de ces églises, vous avez un peu froid au Cameroun où on la plaque Jésus-Christ est derrière la porte. Donc, ils ne veulent même plus dire que mission de... Ils ne veulent plus dire que mission de quoi encore ou encore église de quoi des persévérants de Dieu. Non, ils vous disent Jésus-Christ est derrière la porte. Il faut comprendre que ces églises en fait jouent sur la naïveté malheureusement de bon nombre de Camerounais. Et vous savez pourquoi il y a trop de femmes également dans ces églises? C'est parce que certaines femmes au Cameroun, lorsqu'elles sont âgées de 25 à 30 ans, parfois à ces âges, il y a des Camerounaises qui n'ont pas un métier décent ou encore un emploi décent. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Il y a des femmes qui ne sont ni fiancées ni mariées
dans cet intervalle d'âge là au Cameroun, 21. Pourtant, même les Saintes Écritures nous disent que c'est 10% de vos revenus qui doivent aller à l'église. C'est 10%. Donc, Dieu, il est tellement miséricordieux qu'il n'a pas besoin de vous appauvrir en fait. Donc, donc lui-même, le Seigneur, comme nous sommes en train de magnifier, de célébrer, de prier, de glorifier également, il veut que tu te sentes à l'aise. Dieu ne vient pas pour t'asphyxier. Donc Dieu n'est pas comme le gouvernement camerounais par exemple. Il n'est pas comme ces pasteurs-là. Et dans quel registre vous inscrivez justement ces actions posées par de l'escroquerie ou alors de l'abus? Ils estiment que voilà, les Camerounais étant ainsi naïfs, ils peuvent en abuser d'eux. Il y a les abus. Il y a même aussi beaucoup de sorcellerie à l'intérieur. Bon? Mais bien sûr, il y a également beaucoup de sorcellerie à l'intérieur. Mais comment un endroit où on prie Dieu, il y a de la sorcellerie? Il y a de la sorcellerie dans ces églises. Quand vous voyez à l'église, on vous dit, on vient avec l'argent de la quête. Et on vous dit quand même que c'est le prêtre ou encore le pasteur qui est le président du conseil. Ils appellent ça le conseil paroissial. Donc, ça veut donc dire que dans les églises aujourd'hui au Cameroun, c'est les pasteurs et les prêtres qui décident également de la gestion financière dans les églises. Comment comprendre que c'est dans une église où le pasteur, il vous dit le vœu de pauvreté? C'est ce qu'ils disent, qu'il y a le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté. Vous voyez un prêtre ou encore un pasteur, il a 3 téléphones portables. C'est lui qui change les vestes chaque jour. Donc, vous allez à l'église, au lieu que les fidèles soient plus bien habillés que le pasteur, c'est le pasteur qui est encore plus chaud que les fidèles. Donc c'est un problème. Ça veut donc dire qu'il est de plus en plus en train de tromper ces populations. Et il y en a des Camerounais qui travaillent à 80%, leurs revenus vont dans les églises. Jean-Claude Fouda, qu'est-ce que vous incroyable. préconisez justement aux régulateurs pour réguler ce secteur d'activité? Les églises aujourd'hui au Cameroun, on les voit un peu de partout, je l'ai si bien dit tout à l'heure. Et pour créer une église, il faut bel et bien avoir l'accord de ces régulateurs-là. Est-ce à dire qu'eux-mêmes, ils sont finalement d'accord que le Cameroun a besoin d'autant de prières au point, n'est-ce pas, de donner la possibilité à qui veut en créer une, de créer son église à sa guise et de faire venir les fidèles qu'il veut? Alors j'imagine quand vous embrayez justement sur le régulateur que nous sommes là en quête de solutions. Tout à fait. Et sauf que la solution ne viendra pas de façon unilatérale justement du régulateur qu'est l'institutionnel. Parce que l'institutionnel a certainement des raisons justement de permettre cette prolifération des églises incontrôlées aujourd'hui. On a vu la sortie du ministre Paul Atangandi, oui, mais sauf que... qui a déjà donné, n'est-ce pas, un feu vert à l'ensemble de ces églises de bien s'apprêter parce que bientôt ils vont plier bagage, dit-il. Oui, mais j'aimerais bien que ce soit les faits et non les faits. Parce que ça aussi, c'est peut-être justement l'effet d'annonce. Ça, on verra en tout cas sur l'implémentation si ce sera fait. Mais je pense quand même que l'institutionnel gagne à ce qu'il y ait autant d'églises parce qu'au moins, cela constitue aussi, j'ai failli dire, des milieux justement pour continuer à conserver l'esprit, pour dévier l'esprit des Camerounais des questions essentielles. Un peu comme les bars. Vous voyez qu'ils vont ensemble, les bars et puis des églises. Et donc du coup, au lieu justement de se contenter de mitrailler systématiquement l'institutionnel, il faudrait davantage attirer l'attention justement de ces pauvres ouailles qui se retrouvent de ce côté-là, et davantage les femmes, parce que Yvan l'a si bien signifié. Elles sont le plus. Il y a une tranche d'âge évidemment où quand on a fini de jouer à la beauté et qu'on a perdu sa jeunesse, on a changé de prénom. On dit aller trouver l'espoir à l'église. Avant c'était Christelle, on devient Christelle de Jésus, parce que justement toutes les opportunités qui se sont présentées, on s'est dit on était trop belle pour épouser justement quelqu'un qui était un mécanicien, qui était un chauffeur de taxi et tout le reste. Donc du coup en fait, il me semble que il faut interpeller ces populations-là pour qu'ils comprennent, ou du moins que ces oies-là comprennent que la solution, ce n'est pas toujours au niveau de l'Église. Il faut observer, il faut avoir beaucoup de recul, il faut justement avoir il faut éviter de mettre davantage l'émotion. Parce que justement, quand on pleure sous la charge, les vicissitudes du quotidien, on perd espoir. Parfois, quand vous êtes malade, vous êtes prêt à boire même du pipi du chat. Peut-être qu'une simple anecdote pour que les uns et les autres comprennent un peu. Allez-y, à quelques secondes avant la publicité. Les pasteurs nous enfument. Vous connaissez l'histoire de Zizi?
Alors, c'est un pasteur justement qui prône la chasteté, la pauvreté, puis tout le reste, mais sauf qu'il paie son chèque, puis il arrive à l'église un matin, il demande qui a vu Zizi? Les gens se regardent, ils ne comprennent rien. Qui a vu mon Zizi? Toutes les femmes lèvent le doigt. C'est pas croyable. Ah, il dit non. Qui a vu mon chat Zizi? Mais entre-temps, les gens ont quand même compris que le type qui prône la chasteté et puis tout le reste n'est peut-être pas aussi simple que ça. Déjà passé justement, il faudrait justement faire attention sur toutes ces fidèles. Où nous allons. Il y a des églises justement qui disent allez multipliez-vous. Et vous le faites en acte. Vous voulez dire que l'autre là, il y a toujours Jésus derrière la porte? C'est toute la question. Il faudrait qu'on fasse attention. 11h, tapis rouge à la publicité. À tout de suite. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Tibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouaïmassa, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Au moment où la formation professionnelle devient de plus en plus une évidence au Cameroun et en Afrique, il existe de nos jours une plénitude de centres de formation qui naissent et qui parfois ne respectent aucune norme en termes d'offres de formation. Heureusement, l'Afrique, voire le Cameroun en particulier, s'est doté d'une référence sur laquelle on peut désormais compter en matière d'offres de formation professionnelle. Level Up Academy, institut de formation professionnelle dans les métiers du digital, du management, de la beauté et de l'innovation, est agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Level Up Academy forme les Camerounais et Africains de tous bords dans plusieurs métiers en vue de l'obtention d'un diplôme de qualification professionnelle ou alors d'un certificat de qualification professionnelle, suivi par les stages de perfectionnement en entreprise. Choisir la Level Up Academy, c'est choisir un suivi de qualité. Nous assurons le placement effectif de tous nos apprenants en stage dans des sociétés qui sont déjà partenaires à nous. Pendant leur stage, nous organisons des descentes programmées dans chacune de ces sociétés-là pour s'assurer d'un certain confort, mais aussi d'une meilleure rédaction de leur rapport de stage. Parlons justement de l'offre de formation variée, diversifiée et innovante. Level Up Academy forme dans les spécialités suivantes: marketing digital, marketing commerce-vente, graphisme et design, développement web et applications mobiles, sécurité informatique, réseau télécom, maintenance informatique, montage audiovisuel, comptabilité informatisée et de gestion, secrétariat de direction, secrétariat comptable, secrétariat médical, vendeur en pharmacie, auxiliaire de vie, délégué médical, banque et microfinance, logistique et transport, douane et transit, management des projets, gestion des ressources humaines, dessin animé assisté par ordinateur et bien d'autres. Il faut par ailleurs noter que les formations dispensées à l'Institut Level Up Academy sont faites dans un cadre doté de matériel de dernière génération aux normes internationales, le tout couronné par des enseignants jeunes, professionnels, dévoués à la tâche et dont la priorité reste la formation intégrale de l'apprenant. Je suis totalement satisfaite des cours dispensés par les professeurs et de leur professionnalisme. Les formations à l'Institut Level Up étant régies par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, notons que l'année 2023-2024 a été officiellement lancée en octobre 2023. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. La Level Up Academy est un centre de formation qui forme dans 5 grands départements. Le département de la beauté,
le département technologique, le département paramédical, le département de gestion et le département agropastoral. Tous les apprenants inscrits régulièrement au bout de leur parcours bénéficient d'une formation totalement gratuite en conduite automobile avec obtention d'un permis B. À l'occasion de cette sortie officielle, vous aurez différentes prestations et différentes expositions de nos apprenants. De ce fait, je vous invite au Musée national le vendredi 20 décembre à partir de 9h. Pour la sortie officielle de la promotion 2023-2024. Retrouvez-nous à Yaoundé Campus A, Tradex Bastos, Immeuble Air France, Campus B, Camer, face Bissec Central. Contact 652 987 585. Suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.levelup.academy.net. Level Up Academy, au cœur de l'insertion professionnelle. Retour sur le plateau d'Horizon Midi de ce matin, Yvan Ameni, on va avec vous sortir de cette thématique portant justement sur l'impact de ces croisades sur le quotidien des Camerounais, finalement en proposant quelques ébauches de solutions à ceux qui nous gouvernent actuellement et à ceux justement qui sont supposés réguler, n'est-ce pas, sur ce secteur d'activité. Finalement, qu'est-ce que vous préconisez pour permettre non seulement aux Camerounais mais aussi à nos administrateurs de pouvoir régler ce problème? Alors les Camerounais ou encore les téléspectateurs qui nous regardent ce matin doivent d'abord savoir qu'aller à l'église n'est pas une mauvaise chose en soi. Pourquoi? Parce que vous savez, à l'église, c'est un cadre où on vit quand même en fraternité, on vit ensemble, on se soutient mutuellement également. Mais le problème, c'est le fait d'aller à l'église tous les jours. Tout à fait. On ne peut pas aller à l'église lundi à dimanche et estimer que Dieu viendra pour faire un miracle. Encore que les mêmes saintes écritures nous disent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas que tu vas rester à la maison, tu vas prier et tu ne vas ménager aucun effort et tu viendras pour dire que Dieu t'a abandonné ou encore vraiment Dieu ne t'aime pas, comme certains ont parfois l'habitude de le dire que Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ou autre en fait. Et on doit également savoir qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin d'année pour aller faire une mascarade. Si vous avez offensé quelqu'un, il faut également aller voir cette personne pour lui présenter vos excuses et faire pénitence et changer dans votre comportement. Maintenant, pour revenir à nos dirigeants, moi je n'attends pas grand-chose de nos dirigeants parce que la sortie du ministre de l'administration au niveau de la consommation et de la prolifération des chichas dans la société camerounaise. Si on n'a pas pu éradiquer ce ministre n'a pas pu éradiquer, ce ne sont pas les églises de réveil qui viendra. Si le ministre n'a pas pu éradiquer l'insécurité ambiante dans la ville de Yaoundé, parce qu'aujourd'hui on agresse les Camerounais dans les taxis, on agresse les Camerounais sur les motos, on agresse même les Camerounais en journée. C'est à ce niveau-là que le ministre doit intervenir parce qu'il est le garant de la sécurité intérieure de chaque Camerounais. Si à ce niveau-là les Camerounais ne sont pas d'abord en sécurité, je ne pense pas que c'est le tapage de venir dire que les églises réveillées doivent faire plier bagages et autres en fait. Ce n'est pas différent comme ces autres sorties où parfois ils viennent nous parler de Moulinex et autres en fait. À un moment donné, on veut des implémentations et c'est ce qui retarde le Cameroun parce que les ministres font de très belles sorties. On a des ministres qui viennent vous dire dans le processus de lutte contre la vie chère, on a réduit le prix de tel autre produit. Malheureusement, dans les marchés, ce n'est pas en conformité avec ce que le ministre vient de plus en plus dire aux populations camerounaises. Donc moi, il fait partie de ceux qui n'attendent pas grand-chose de la sortie de Paul Atangandji. Moi, il prend ça pour un tapage parce que c'est dans les prochains jours qu'on verra si effectivement ces églises ont eu à piller bagage ou pas. Et pour chuter en disant ce qui est en train de se passer avec ces églises, c'est très grave. C'est très grave. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun que les églises de réveil sont plus nombreuses que les banques. Oui, c'est vrai, les églises de réveil sont plus nombreuses que les banques, sont plus nombreuses que les ministères, sont plus nombreuses que les entreprises au Cameroun, sont plus nombreuses que les maisons. Donc vous voyez, les églises de réveil, c'est partout quasiment. Non, c'est une vérité. Allez par exemple à Douala. À Douala, par exemple, allez à Douala au secteur où on appelle village. Allez à ce niveau-là. Il y a tout un secteur à village à Douala où c'est comme le fief de ces églises de réveil. Donc c'est beaucoup plus général
de ces églises de réveil. C'est à ce niveau-là que le ministre doit aller intervenir. Ils l'ont venu faire le show devant les Camerounais. On retient tout de même qu'il a demandé justement à l'ensemble de ces églises de plier bagage, même si certaines thèses arguent d'ailleurs justement sur le fait qu'on aurait politisé, n'est-ce pas, ce secteur dans notre pays. Le ministre Jonathan Gandhi, lui, il est tout serein. Il faut que ces églises s'apprêtent à plier bagage justement du Cameroun, tout comme l'a demandé le Mali, le Niger et même le Burkina Faso. Ils ont demandé de plier leur bagage justement, de plus appartenir à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, quelques mois après la CEDEAO qui a donc officiellement pris acte de cette décision de ces trois États. Et finalement, il faut noter que ce sera une période de transition de 6 mois à partir justement du 29 janvier 2025, suivie d'une sortie définitive, qui est donc prévue pour le 30 juillet 2025. C'est d'ailleurs la question, l'actualité qui gonfle et qui meuble le cahier consacré à cette rubrique Un tour dans le monde. On en parle juste après la transition. Jean-Claude Fouda, un tour dans le monde justement nous conduit dans cette actualité, introduit ici à l'entame de mes propos la communauté économique des États justement de l'Afrique de l'Ouest qui dit officiellement avoir pris acte de cette volonté des trois États, le Mali, le Niger et même le Burkina Faso, qui ont manifesté leur volonté de sortir justement de la CEDEAO. On se souvient de cette actualité. Vous l'avez dit donc, Romaric Noafeu, c'est désormais officiel depuis hier, 15 décembre évidemment, à l'issue de cette réunion justement organisée à Abuja au Nigeria, où il était question justement d'acter sur l'intention des trois pays qu'on a envie de nommer les nouveaux États de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui désormais ont justement une période de probation ou naturellement, on va dire une période d'observation de 6 mois, donc jusqu'au 29 janvier 2025, pour voir si, évidemment, ils vont se rétracter ou pas. Et on passera justement 6 mois pour voir s'il faudrait les garder ou laisser plutôt les radier définitivement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on se projette dans les 6 mois, on est pratiquement en fin juillet, donc le 30 juillet, on verra si le pays, naturellement, d'Assimi Goïta, donc le Mali, le Niger d'Abdourahmane Tiani, ou alors le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, auront encore de l'intérêt justement dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez que ces pays ont tous pratiquement des hommes en tenue à leur tête, et ils veulent là marquer justement leur rupture avec le courant de pensée de la France. Ils voudraient évidemment avoir leur autonomie, ceux qui ont estimé que jusque-là, ils sont plus pro-français parce que les Français, semble-t-il, ont réussi quand même à spolier ces pays-là pendant un certain temps. Et aujourd'hui, ils ont marqué justement leur décision de vouloir partir de la CEDEAO, qui jusque-là continue tout de même quand même à continuer à ventiler, on va dire, cette idéologie française. Mais toujours est-il que, justement, le Sénégal, qui fait encore partie de ces pays-là, et le Togo, ont quand même souhaité qu'on puisse leur donner la possibilité de continuer, évidemment, à leur faire les yeux doux, pour continuer quand même à maintenir une sorte de médiation pour que ces pays ne puissent pas partir justement de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. On espère tout simplement qu'ils sauront se rétracter, ou alors c'est ça définitivement consommer donc la rupture entre ces différents pays-là. Je voudrais préciser aussi ici qu'il est question justement d'appliquer l'article 91 qui a prévu quand même un certain nombre de textes dans le sens des pays qui voudraient quitter la communauté, qui de plus en plus, comme on devrait le reconnaître, continue quand même à s'affaiblir. Et il n'est pas de l'intérêt justement de cette communauté-là de laisser laisser partir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. On espère tout simplement que Omar Alieu Touré, qui est donc le président de la commission actuellement, saura d'une manière ou d'une autre trouver, on va dire, des stratégies pour pouvoir maintenir encore ces pays dans l'Union.
De toutes les façons, lui, il est d'accord, le président justement du comité autant pour moi, lui, il est d'accord du départ définitif de ces pays. Il est d'accord, mais sauf que, comme je l'ai dit, il y a le Sénégal, il y a le Togo, qui voudrait quand même que... Voilà. Et puis, de la coupe aux lèvres, il y a quand même lieu d'espérer que le 9 janvier 2025 et le 30 juillet 2025, tout peut changer, la politique change d'intérêt. Yvan Meni, il y a quand même cette qui nous intéresse et entre les lignes, on peut lire ici la volonté de la CEDEAO qui a donné des conditions à ces trois pays, notamment le Burkina Faso, le Niger et même le Mali. Ils disent que pendant cette période de transition, les trois États devront être obligés de payer leurs obligations financières envers la CEDEAO et puis prendre définitivement des mesures pour sortir ou se dissocier de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, avec les conditions justement, le climat économique qui sévit dans ces pays-là, est-ce que cela leur permettra justement de rembourser cet argent envers la CEDEAO et puis de partir de là? Est-ce que ce n'est pas là une mesure qui vise justement à contraindre l'ensemble de ces chefs d'État de rester au sein de la CEDEAO? Il faut d'abord dire que je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit repenser toutes ces instances qui existent en Afrique. Toutes ces organisations. Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait le bilan. On fait le bilan des missions de la CEDEAO, par exemple, aujourd'hui. On nous dit que la CEDEAO est arrivée également aussi pour stabiliser la paix. Surtout aussi ça, le rôle de la CEDEAO, pour stabiliser la paix. Oui, il joue le rôle de la médiation, justement, lorsque les pays... Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est au cœur des plus grands scandales, des coups d'État. Quand vous voyez le Mali, vous voyez le Niger, vous voyez le Burkina Faso et autres, en fait. Est-ce que plus tard, on peut se dire que la CEDEAO a eu à respecter ou encore atteindre son pari? Chose que non. Comment comprendre que nous sommes en 2024 et c'est l'une des zones en Afrique les plus dirigées par les militaires, au point où c'est comme une norme en fait. Vous voyez un pays comme le Niger, il n'est jamais vu, on n'avait presque jamais vu un coup d'État qui a été aussi adulé par les populations. Au point où les populations ont applaudi et autres, en fait, ont été quand même surpris de voir que à la réalité, c'est quand même dû aussi à la condition de vie de ces populations. Et puis ces militants ont estimé que finalement, il fallait poser un acte comme ceux qu'ils ont posés pour justement redonner de l'espoir à l'ensemble de ces populations. Et puis ils sont aussi très énervés parce que dans le cadre de cette difficulté à eux rencontrer, les pays tout comme la Côte d'Ivoire ne se sont pas peut-être levés pour mutualiser des efforts afin de leur soutenir, que ce soit sur le plan économique et bien d'autres éléments encore, quelques éléments justement qui énervent ces trois chefs d'État et qui se sont mis ensemble en tant que militaires pour dire cette fois-ci nous quittons la CEDEAO parce que nous ne ressentons pas un véritable impact de notre présence dans cette organisation-là. C'est ça justement le véritable souci. C'est pourquoi je précise encore qu'on doit repenser toutes ces organisations-là qui existent en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que globalement, les engagements n'ont pas été respectés. Si les engagements étaient respectés, je ne pense pas que le Mali ou encore le Burkina Faso ou encore allait chercher à quitter de la CEDEAO aujourd'hui. On a même tendance à croire que c'est une CEDEAO qui de plus en plus était là pour les intérêts des Français. Parce que lorsque vous voyez même certains récents coups d'État qui de plus en plus ont fragilisé cette partie de l'Afrique, plutôt on se rend compte qu'il y a eu des coups d'État qui ont été commandités par l'État français. Parce que comment comprendre qu'une France qui de plus en plus avec ses militaires anti-africaines, je ne pense pas que le Burkina Faso ou encore le Niger peut aller en France et dire que oui, nous on va avoir également une base militaire en France et autres. En fait. Donc moi, je pense plutôt que ces pays-là en fait doivent se regrouper ensemble. On peut changer de nom, on peut quitter de céder à autre chose, mais qu'ils créent vraiment un rassemblement qui va permettre aux États de l'Afrique de l'Ouest d'être là pour les mêmes objectifs en fait. On peut sortir de la CEDEAO et autres. En fait. On crée une nouvelle appellation qui cette fois-ci permettra à l'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie, tout en précisant également que oui, toujours au niveau du bilan, il y a quand même certaines mesures qui sont effectives du côté de la CEDEAO comparé à la CEMAC. C'est vrai qu'on reviendra avec la CEMAC plus tard, parce que dans la CEDEAO quand même, la libre circulation quand même elle est quand même un peu effective comparée à la libre circulation dans la zone CEMAC. Nous pensons qu'aujourd'hui, étant donné que
quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train d'annuler certains accords avec l'État français. C'est plutôt le moment de se mettre en fait ensemble, parce que les Africains sont beaucoup plus forts lorsqu'ils sont ensemble. Parce que maintenant, dire que le Burkina Faso ne va plus collaborer dans la CEDEAO et autres, ça fragilise également l'épanouissement de ces citoyens-là dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. C'est plutôt le moment en fait de bannir à cette CEDEAO qui malheureusement aujourd'hui sur le plan global n'a pas eu à atteindre son pari, mais que les pays donc de l'Afrique de l'Ouest se mettent donc ensemble et qu'ils aient des mêmes... Avoir un Burkina Faso collectif, comme par exemple la Côte d'Ivoire ou encore, il ne sait pas, le Sénégal et autres, sur le long terme, ça pourrait encore entraîner certaines difficultés ou encore certains problèmes dans cette partie de l'Afrique. Mais comme je le précise encore, on doit repenser la quasi-totalité des organisations en Afrique aujourd'hui. Alors, Romaric, justement, je voudrais, à la suite d'Ivan, préciser que si vous voyez que le Mali, le Burkina et puis le Niger s'accordent facilement, c'est peut-être parce que ce sont des hommes en tenue. Tout à fait. Et leur façon de penser n'est pas comme les civils. Les civils, tout à fait. Les civils, malheureusement, font de la politique pour la politique. Généralement, les politiques font le langage de bois. Mais sauf que l'homme en tenue, il est pragmatique, il est direct. Tout à fait. Puis, quand vous observez justement la CEDEAO, qui, à mon sens, est une émanation du courant de pensée des Français, et puis, les pays justement de la CEDEAO qui sont dans le précaré français, véhiculent l'idée, véhiculent la philosophie des Français, qui, justement, actuellement, sont pratiquement en train de vivre l'amour avec... vous savez qu'au niveau du Tchad, on a décidé... Je pense que le dernier avion de chasse qui était encore au niveau du Tchad, soit il est parti, soit il partira, dans tous les cas, un de ces 4 matins. Donc, il est parti. Beaucoup, justement, souhaiteraient que la France n'ait plus de base dans leur pays. Et donc, quand vous observez, vous vous rendez compte que les militaires, en tout cas ceux qui veulent prôner l'Alliance des États du Sahel, ont leur façon de penser. Ils retrouvent leurs intérêts communs, mais sauf que tous ces pays-là, justement, qui restent encore au niveau de la CEDEAO, vous voyez la Côte d'Ivoire qui est là, qui a sa façon de penser, je ne voudrais pas péter, ou du moins, pour peut-être aller dans le sens de ceux qui estiment que le président Ouattara a une façon aussi, c'est un peu comme une sorte de bras séculier de la France. En effet, et cette façon de penser également, Jean, que je vous relance sur cette question, parce que vous faites bien de mettre cela sur la table, c'est quelquefois aussi cette façon de penser qui interroge la quiétude de ces hommes d'État militaires pour le moment qui sont en phase de transition, parce qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à comprendre rien, ou alors pour un Burkinabé qui souhaite travailler en terre ivoirienne, il faut payer un titre de séjour qui s'élève à 300 000 francs CFA. Il faut avoir le permis de travail qui parfois va jusqu'à un prélèvement des 2/5 de votre salaire. Mais ce n'est pas le cas dans les pays comme le Mali, le Burkina ou même encore le Niger, où un Ivoirien peut venir justement vaquer à ses occupations sans problème. Pour eux, c'est un véritable problème. Ils estiment qu'il n'y a pas justement équilibre dans le traitement social. C'est un véritable scandale justement. Vous voyez que le Burkina, qui n'est pratiquement pas là à son premier essai avec la rupture déjà préconisée par Thomas Sankara, qui estimait qu'il faudrait que le chauvinisme, le patriotisme revienne d'abord au nationalisme justement du pays. Oui. Et il me semble que justement Ibrahim Traoré qui est là est pratiquement comme une sorte de il vient pratiquement pour réaliser ses idées déjà par Thomas Sankara en son temps. Et maintenant, il y a aussi des incompréhensions qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, avec l'ancien président Mohamed Bazoum, qui est toujours en prison, la communauté s'est réunie, on ne dit pas grand-chose sur sa situation. Voilà autant de violations, peut-être parce qu'à un moment donné aussi, Bazoum n'était plus dans le sens, certainement, de continuer à véhiculer les idées de la France. Et donc, il y a comme une sorte de méli-mélo à l'intérieur où les chefs d'État, du moins, j'ai failli appeler les chefs de la transition actuelle, pensent qu'ils devraient redéfinir justement leurs intérêts. Vous voyez que la France, à un moment donné, a longtemps été pratiquement dans les premières loges en ce qui concerne la production du diamant. Alors que, justement, c'est le Mali qui nourrissait justement ce classement de la France. Et quand le Mali a décidé de se retirer, le Mali a décidé de rompre justement ces accords coloniaux qui étaient contre-productifs, plus au classement justement des meilleurs producteurs de diamants au monde.
C'est plutôt le Mali qui caracole quelque part. Donc il y a autant de choses qu'on réussit quand même à déceler que beaucoup de politiques malheureusement ne comprennent pas, ou comprennent mais jouent le rôle. Parce que voyez-vous, les pays généralement se servent des bras séculiers, imposent au relent justement d'agents secrets. Il y a beaucoup de pays qui infiltrent d'autres pays pour continuer à contrôler au moins les intérêts économiques. Et c'est à ce niveau évidemment que c'est là que les hommes forts justement du Mali, du Burkina et puis du Niger ne sont plus d'accord avec cette politique-là qui n'a trop que duré jusque-là. Il faudrait peut-être qu'on mette un terme à ce niveau. Et quelle est l'appréciation ou alors le regard que vous jetez dans la condition posée par la CEDEAO à l'endroit justement de ces États? Ils doivent s'acquitter de leurs dettes avant de quitter l'organisation. Oui, ça aussi par contre, il faut éviter la triche. Il faut éviter un certain temps. Ça prend un certain temps. Vous ne pouvez pas aller dans une cotisation où vous avez bénéficié justement des versements et puis vous décidez que vous partez. Il faut rembourser. Peut-être aussi dans le même sens, la période transitoire, ou du moins la période où on va leur donner la possibilité de se rétracter ou pas, c'est 6 mois, donc du 29 janvier 2025 au 30 juillet 2025. Il faudrait que le retrait soit progressif. Et donc, ces pays-là, justement, on leur fonctionnaire dans cette organisation-là, il va falloir quand même continuer à payer leur salaire. En attendant qu'on puisse les retirer, il va falloir payer justement leur déplacement, leur déménagement. Il faut les réhabiliter même. Le terme que je recherche. Ils peuvent aussi, entre-temps, décider de faire volte-face. Et donc, il faut justement maintenir les contributions à jour pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de cul-de-sac, justement. Donc, il ne faudrait pas abandonner l'organisation de cette manière-là. C'est un peu comme si vous êtes de mauvaise foi. On vous a servi à manger, vous mangez, puis parce que vous êtes fâché, vous décidez de casser le plat. Il faut être holistique. Merci Jacques Fouda pour cette sortie Vameni. Finalement, est-ce que vous croyez au retrait du Mali ou de ces 3 États, justement, la date est connue, on parle du 30 juillet 2025. Est-ce que vous croyez réellement avec les analyses sur ce plateau que ces 3 États finiront par divorcer de la CEDEAO? Non, c'est clair que les différents éléments dénoncés par le Burkina Faso, le Mali et le Niger également démontrent à suffire qu'effectivement au terme de, ou encore en mi-2025, ils auront officiellement ils vont définitivement quitter la CEDEAO. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est même pas seulement ces pays-là qui veulent divorcer totalement avec la France, même le Cameroun. Il y a beaucoup d'accords que le Cameroun n'a pu engager avec la France. Il y a beaucoup d'accords même au niveau du port autonome de Douala qui ne sont plus pilotés par les Français. Pour revenir au Tchad qui est à côté de nous, le manque militaire pour le retrait des troupes militaires sur le sol tchadien. Vous allez également du côté du Sénégal, il y a les taxes également qui sont en train d'imposer aux entreprises françaises qui de plus en plus travaillent sur le sol sénégalais. En fait, de manière globale, aujourd'hui en Afrique francophone, la quasi-totalité de ces pays-là sont arrivés à un stade où en fait ils ont constaté que les Français les ont trompés, ça c'est clair. Ils ont signé des accords quand même incroyables. On dirait que c'est des accords qui ont été signés dans des chambres secrètes, parce que lorsque vous lisez parfois le contenu de ces accords avec la France, vous voyez que c'était des accords totalement pour appauvrir de plus en plus ces pays africains. Mais nous pensons plutôt qu'en fait, étant donné que la quasi-totalité des pays de l'Afrique francophone désormais sont dans une logique selon laquelle il faut divorcer avec la France, que ça soit donc plutôt également une invite à l'endroit de ces pays-là de se mettre ensemble et créer un consensus qui va permettre à chaque Africain d'être à l'aise. Vous savez, lorsque les Africains vont de plus en plus en Occident ou encore en Amérique et autres, en fait, au fond, ils aiment beaucoup leur pays. Si on crée des conditions réelles pour permettre à chaque Africain d'avoir une tiers décent, je vous assure que l'Europe ou encore l'Amérique, ça sera juste pour nous un moyen d'aller en vacances et autres, en fait. C'est parce que les Africains se retrouvent dans un contexte où c'est compliqué. Vous faites des concours dans ces pays, ça ne passe pas. Il faut être l'enfant de tel, il faut être l'ami de tel, il faut bénéficier de tels services et autres. Si on créait globalement des conditions de vie qui permettent aux Africains d'être à l'aise, je vous assure qu'on serait plus là à signer encore des accords et autres avec ces pays-là qui, malheureusement, ne disent que l'appauvrissement de l'Afrique. Parce que c'est ce qu'il faut dire ce matin. Lorsque vous avez une France qui, au niveau de la CEDEAO, avait tout fait pour implémenter ses troupes militaires dans la quasi-totalité de ces pays, en fait,
c'était également pour davantage contrôler ces pays et autres en fait. Donc le divorce sera acté en fait. Peut-être coller un mot si vous avez convenance, Romaric. En une seule seconde. Oui, le président Donald Trump, du moins l'ancien futur président, lui il a compris et il exhorte les Africains justement à se remobiliser à nouveau, de se remettre en question. L'Afrique est pratiquement posée sur l'or, mais l'Afrique est pauvre. L'Afrique est posée sur le manganèse, le pétrole et tout le reste. Mais continue quand même à aller demander l'aval de la France. Et il dit d'ailleurs ne pas comprendre cette incompréhension. J'ai failli dire pour nommer les chefs d'État africains. La France continue à vous envoyer des touristes qui viennent vous espionner et repartent vous réfléchir comment est-ce qu'il faut continuer à vous contrôler. Donc il faudrait peut-être à un moment donné que les Africains décident de prendre leur destin en main et qu'ils comprennent que la solution est justement le fruit de leur imagination, le fruit de leur réflexion et pas les courants de pensée des autres. Donc il faudrait qu'on fasse très attention à ce niveau. Et c'est peut-être à ce niveau qu'on devrait saluer d'une manière ou d'une autre l'avènement à nouveau du président Donald Trump qui lui veut rompre avec cette politique où il faudrait que chacun reste chez soi pour développer le pays. Maintenant compter sur l'autre. De toutes les façons, lui, il est clair sur ses propos. C'est d'abord les États-Unis d'Amérique. Il faut... Et ça, le précise 50 ans après. Voilà. C'est malheureusement la situation qui prévaut, n'est-ce pas, au sein de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, même si les difficultés ne sont pas pareilles. Ici, en zone SEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les chefs d'État, 6 au total, qui à la réalité devront se mobiliser dès 14 heures pour discuter justement de la situation économique dans la sous-région. Pour l'heure, on note encore l'absence de Denis Sassou Nguesso qui certainement ne prendra pas part à ce sommet, selon des sources officielles ou très introduites. Sassou Nguesso qui n'est pas encore en terre camerounaise, nous a-t-on dit. Pour l'heure, il boude encore la France au regard de ces rapports bilatéraux qui ne sont pas assez fructueux pour son pays. Il semble ne pas prendre part justement à cette rencontre des chefs d'État, mais celui du Tchad, justement le général Clotaire Brice Oligui Nguema, celui de la Guinée équatoriale, sont déjà en terre camerounaise ici à la capitale politique. Et puis à 14 heures, le début justement des travaux sera effectif au palais de l'unité encadré justement par le Nomgui, le chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya. Ils discuteront justement de la situation économique, je l'ai dit, de la sous-région, le surendettement de ces pays de la sous-région. Et il y a 2 pays qui sont fortement frappés par cette malédiction, le Cameroun et même le Gabon. Le Cameroun qui lui est endetté à hauteur de plus de 11 000 milliards de francs CFA. C'est une situation qui finalement interroge la quiétude de plus d'un Camerounais aujourd'hui et même de plus d'un Africain. On va juste prendre la légère transition et on se retrouve juste derrière pour en parler. Retour sur le plateau, mesdames, messieurs, on essayait justement de mettre cette actualité sur la table. Jean-Claude Fouda, il y a les États appartenant justement à la zone SEMAC, il y a le Tchad, le Burkina, j'ai failli dire la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun et même la RDC Congo, qui à la réalité devront prendre part à cette assise. Les chefs d'État qui viendront discuter de la situation économique dans la sous-région. C'est assez compliqué, c'est assez difficile. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures plutôt concrètes pour permettre quand même à ce que ceci puisse sortir du gouffre de la dette? Et déjà qu'il faudrait identifier les enjeux de ce sommet, Romaric Noafeu, il faudrait, et quand on spécule là-dessus, on se dit quand même que ce sommet se tient au lendemain pratiquement de la visite de la délégation du FMI dans notre pays et qui a aussi sillonné quelques régions justement. Et donc, il se dit qu'il est possible que la dévaluation soit à l'ordre du jour, compte tenu du fait que vous avez fait allusion justement à la situation du Gabon actuellement, qui ne respecterait pas ses engagements, surendetté et puis tout le reste. Et on espère tout simplement que pour ceux qui épiloguent sur cette situation, qu'on ne sera pas obligé de revoir la dévaluation du franc CFA, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique centrale. Ça,
on espère tout simplement. Il y a aussi, il sera certainement question aussi de la libre circulation des personnes et des biens, qui pour certains reste pratiquement une simple vue de l'esprit. On ne doute pas qu'il y ait la volonté politique, en tout cas des pays comme le Cameroun. Par contre, quand on voit ce qui part du Cameroun pour la Guinée équatoriale, on a plutôt l'impression que la Guinée équatoriale n'est pas suffisamment motivée, le Gabon non plus, et donc il y a tellement de questions à se poser à ce niveau-là. On soupçonnerait évidemment que la situation, pratiquement la précarité dans laquelle les populations camerounaises sont en ce moment, avec parfois aussi des mesures étatiques qu'on prend qui ne sont parfois pas en adéquation avec les réalités justement vécues au quotidien. Malheureusement, beaucoup de Camerounais préfèrent partir pour se retrouver en Guinée équatoriale, au Gabon, en Centrafrique et même au Tchad. Donc du coup, à ce niveau, on évite justement comme une sorte d'invasion. Parce que voyez-vous, les Camerounais qui sont, ma foi, assez intelligents, pas, comme ils disent de ce côté-là en Guinée équatoriale, occuper leurs emplois. Et donc du coup, à ce niveau-là, par mesure conservatoire, on préfère plutôt être assez prudent à ce niveau. Donc du coup, il n'est pas donc exclu que de temps en temps vous puissiez vivre ce type de balai là où on reconduit justement les Camerounais à la frontière au niveau de Kiossi. La même chose qui se passe aussi au niveau du Gabon, qui à un moment ou un autre met les Camerounais en difficulté de ce côté-là. Mais comme je l'ai dit, la volonté y est, parfois aussi sur du papier, mais sur le terrain c'est plutôt autre chose. Mais par contre, ce qu'on note, c'est qu'en fait, les Équato-Guinéens et les Gabonais préfèrent plutôt justement qu'il y ait on va dire, ce flux justement de produits agricoles qui vont de ce côté-là. Mais, et donc ce qui concerne les biens, mais sauf que les personnes à ce niveau posent encore un problème parce que justement, on estime que d'abord les Guinéens et puis les Équato-Guinéens et puis les Gabonais qui ne sont pas assez nombreux. Il me semble que les Équato-Guinéens sont pratiquement dans l'ordre de peut-être 2 millions, 3 millions. Voilà, donc, ils sont pas assez nombreux. Tout à fait. Maintenant, si on ouvrait les vannes, voyez-vous, il y aura forcément une sorte d'invasion de ce côté-là. Et donc, il faut aussi noter le fait que le comportement parfois aussi des Camerounais laisse à désirer, en tout cas de ce côté-là. Moi, la première fois que je vais justement en Guinée, malheureusement, c'est un frère camerounais, comme on le dit, qui a voulu justement m'entuber. Et c'est justement un Équateur-Guinéen qui dit attention, c'est ton frère, mais il est assez surpris quand même qu'il en vienne à user de telle ou telle autre pratique. Donc, malheureusement, on va dire, notre façon de fonctionner ici nous a précédés et ça ne nous aide pas toujours. Mais on espère tout simplement que tellement ça a été débattu sur la table, cette libre circulation des personnes et des biens, on va au moins cette fois-ci implémenter et cela justement matérialiser de telle sorte qu'on puisse aller d'un côté de la frontière comme de l'autre sans avoir justement à s'arracher les cheveux quand il faut obtenir le visa et que chacun sera se sentir dans son pays, qu'il soit au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad ou bien d'autres pays. En tout cas, tout est fait pour ça parce qu'il y a désormais un tronçon et puis le Congo, il y a un tronçon qui part du Cameroun pour le Tchad avec un joli pont. Aussi. Et on se dit quand même qu'ils sont raisonnablement partis justement pour que cette intégration soit définitivement effective. Alors Yvan Ameni, finalement on parle de la rencontre justement de ces chefs d'État qui pour la plupart sont en âge très avancé. C'est un secret de Polichinelle. Est-ce que finalement vous croyez qu'à la sortie de cette concertation, Jean-Claude Fouda parlait justement de cette question de la circulation des biens et des personnes justement en zone SEMAC. Quand on va par exemple en Afrique de l'Ouest, il y a la 4 UEMOA justement qui permet à un Sénégalais d'aller par exemple en Côte d'Ivoire sans toutefois faire recours au visa. Mais au Cameroun, ça semble encore être difficile. Les coûts qui sont assez exorbitants. Lorsque vous voulez prendre la route, vous prenez une agence, par exemple partant du Cameroun pour la RD Congo, il faut débourser un peu plus de 100 000 francs CFA. Il faut faire plusieurs routes, ou je vais faillir dire plusieurs jours en route. La situation qui est de plus en plus compliquée. Pourtant, ils disent avoir déposé sur la table cette question il y a plusieurs années aujourd'hui. Pourquoi son implémentation n'est pas encore effective à date? Il faut d'abord savoir que dans la sous-région, il y a des pays qui font preuve effective de libre circulation des biens et des personnes. Il y a le Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays dans le monde entier qui respecte paisiblement la notion d'intégration dans la sous-région.
Vous avez ces Gabonais, ces Tchadiens, également ces ressortissants du Congo et même de la Centrafrique qui vivent paisiblement au Cameroun. Mais lorsque vous allez ailleurs, c'est pas le cas. Aussi, pourquoi? Parce que ces pays créent en fait que les mauvaises habitudes, parce qu'il faut les dire ainsi, que les mauvaises habitudes viennent de plus en plus entacher les mentalités parfois des habitants dans cette partie-là. Parce que vous savez aussi que c'est un Camerounais qui de plus en plus séjourne dans ces pays. Parfois, ils font aussi preuve de responsabilité dans la sous-région. Encore que, vous savez que c'est le Cameroun qui est à l'origine de la débrouillardise dans la sous-région. Hein. Vous le savez. Hein. Ah bon? Mais c'est une vérité. C'est une vérité de la témoignage. C'est le Cameroun qui est à l'origine de la débrouillardise dans la sous-région. Ça n'a jamais été écrit dans l'émission de la CEMAC. On n'a jamais dit au Cameroun que bon, quand vous vous asseyez, nous avons signé ces accords, ça ne vous donne pas le quitus d'amener la débrouillardise chez nous. Il y a que les Camerounais qui partent au Congo, vous partez faire quoi? Il pas à me débrouiller. Vous partez faire quoi en Guinée équatoriale? Il pas à me débrouiller. Vous n'allez jamais voir un équateur-guinéen qui vient au Cameroun pour se débrouiller. Du moins, ce sang équateur-guinéen, peut-être c'est 2 personnes qui vont vous dire que bon, la Guinée m'a dépassé, je vais aussi aller essayer d'aller me débrouiller dans cette partie-là. Lorsqu'on parle d'intégration dans la sous-région, ça ne veut pas dire que vous partez en aventure au Tchad, mon frère. Vous partez en aventure en Guinée équatoriale, que vous partez en aventure au Gabon. Non, vous partez là-bas si vous avez un emploi. Si vous partez, si vous avez un emploi, vous avez été sur autre chose en fait. Il y a que les Camerounais ont envahi la sous-région et c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est également une invite aussi à ceux qui nous gouvernent de savoir qu'en fait, on doit plutôt prendre des mesures concrètes pour permettre à ces Camerounais-là de vivre paisiblement. Et c'est vraiment une invite aussi d'améliorer les différentes frontières du pays. Aller dans la ville de Kiossi. Est-ce que Kiossi, qui est une mastodonte de l'économie au Cameroun, mais allez voir comment le paysage est à Kiossi en fait. Est-ce que vous savez que dans la ville de Kiossi, les Camerounais qui nous regardent ce matin, dans la ville de Kiossi, on peut faire 3 mois sans électricité. On peut faire quasiment toute une décennie là-bas sans électricité. Pourtant, Eneo est arrivé là-bas il y a de cela quelques jours. Mais vous arrivez à Kiossi, il y a des écoles, il y a des Camerounais qui vont paisiblement à leurs occupations quotidiennes là-bas. Mais on va quand même vous dire qu'ici, chez nous, on coupe le courant, ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois, ça fait 3 mois. On doit plutôt permettre aux Camerounais qui vivent dans les frontières d'être suffisamment à l'aise, parce que la quasi-totalité des produits également de la Guinée équatoriale pour Yaoundé même aussi, ça passe par Kiossi. Il y a des Camerounais qui quittent Yaoundé, qui quittent Douala pour aller à Kiossi également, pour essayer d'acheter les produits à ce niveau-là. Alors, il faut quand même dire on assiste ici à des réformes plutôt conjoncturelles, plutôt qu'à des véritables réformes structurelles, Jean-Claude Fouda, pour sortir justement de l'écosystème du surendettement. Il y a que les pays de la CEMAC refusent, en tout cas s'il faut exclure le cas du Gabon, qui lui a quand même, il y a quelques jours avec la montée du général Clotaire Brice-Oligui Nguema, a pris des initiatives fortes, des mesures rigoureuses. Par exemple, la baisse du train de vie des membres du gouvernement, des éléments quand même qui pourraient participer à l'éclosion, à la stabilité, à la constance, n'est-ce pas, de l'économie dans la sous-région. On a l'impression que plus on en parle, plus les gens se foutent de la gueule de ceux qui en parlent. Pourquoi ne pas vouloir réduire le train de vie de nos gouvernants afin de pouvoir rehausser notre économie? Ça, c'est la question que vous devez justement poser à nos gouvernants et même aux parlementaires qui, ma foi, sont encore allés s'asseoir pendant 30 jours à applaudir. Même parfois, on n'a pas écouté ce qu'on dit, mais on applaudit. Il me semble que la 3e session parlementaire de l'année s'est achevée il y a peu. Et les résolutions, justement, irrelatives ne sont pas de nature à rassurer les Camerounais. Vous voyez qu'on prend 42 ans pour essayer de faire 1 ou 2 choses. Et 42 ans après, justement, vous fait comprendre qu'on a parcouru la moitié du chemin. Mais sauf qu'on a retenu au passage les grandes réalisations, rigueur et moralisation, les grandes opportunités et puis tout ce qui va avec. Mais sur le terrain, vous ne voyez pas grand-chose. Les grandes ambitions. Clotaire, justement, Oligui Nguema qui est arrivé, comme on dit au quartier hier, lui, il a quand même mis le doigt là où il faut. Évidemment, les politiciens s'accordent à dire que c'est de la gesticulation des hommes en tenue. Mais au moins, on voit les réalisations. Oui, on voit des réalisations sur le terrain. Donc, comme pour dire que ce n'est pas de décider de mettre la main là où ça fait mal, oui. Avoir le courage justement d'y avoir pensé, tout au moins il faut saluer justement cette initiative-là. Maintenant, à notre niveau ici,
on évite royalement de lorgner du côté même de l'article 66 qui n'est juste qu'une formalité en réalité. Donc beaucoup n'osent même pas y penser. Or, pour des niches justement de fiscalité qu'on est en train de chercher pour renflouer les caisses de l'État, parce que voyez-vous, les 7317,7 milliards de francs CFA dont on a fait allusion, ce n'est pas de l'argent qu'on ramène dans les sacs et qu'on dépose. Il va falloir justement trouver cet argent-là pour qu'il puisse aider pour des projets qu'on aura arrêtés. On espère cette fois-là que ces projets-là seront aider la nation. Mais en même temps, ce sera très étonnant parce que, voyez-vous, tout ce qui avait été justement élaboré, ou du moins tout ce qui a été adopté sur les 13 projets élaborés, on même de la taxe sur le développement local, on se rappelle de l'IRPP, qui ne sont pas de nature justement à aider les Camerounais directement, qui ne sont pas de nature à impacter directement et d'aménageurs, qui malheureusement va continuer de maigrir comme une peau de chagrin au jour le jour. Du coup, on se demande finalement, qu'est-ce qu'on voudrait que les Camerounais fassent? Est-ce les amener justement d'au mieux pour que finalement, peut-être qu'ils explosent, que finalement ils se soulèvent? Parce que ces mesures-là, ben, comme quelqu'un disait, c'est pratiquement de la provocation. Les Camerounais souffrent déjà assez, mais quand on en vient quand même à faire toute une session, on ne dit pas véritablement comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions pour que les Camerounais, que la vie soit de moins en moins chère. Ce sera compliqué. Tout ce qui est justement implémenté par le ministère, je le dis ainsi, le ministère du Commerce qui nous fait comprendre que la bière n'a pas augmenté, les produits au marché n'augmentent pas. Mais quand vous allez vous asseoir dans un bar, vous vous rendez compte que de ce côté, justement, rien n'a bougé. Mais on fait quand même comprendre qu'on a des communiqués qui sont là. Mais sauf qu'on reste sur des mesures aériennes, des métiers. Et donc, du coup, on n'a pas l'impression que tout ce qui est décidé là-bas, c'est pour aider les Camerounais à avancer. Donc, moi, je pense qu'il faut saluer justement l'initiative de Clotaire Oligui, qui, lui, au moins, il a quand même essayé un certain nombre de choses qu'on devrait pouvoir saluer. On espère justement. Désormais, les hommes en tenue ont la possibilité d'espérer avoir une maison, une belle maison. On a revu les salaires de ce côté-là. Il y a pas mal de mesures quand même qu'on a implémentées de ce côté-là. Mais on espère que la dextérité, le dynamisme même du général Clotaire Brice Oligui Nguema sera partagé ou seront partagés justement avec les autres chefs d'État. On verra si au sorti de la vente accepter d'emboîter le pas et de redonner justement vous savez aussi, Romaric, qu'il y en a qui estiment que comme c'est nous les plus anciens, là, nous on sait comment ça fonctionne, donc il faut plutôt faire comme nous on fait et éviter de faire comme tu fais là, sinon tu vas te retrouver seul. Ça aussi, c'est pas exclu justement. C'est pas exclu. Nous prenons justement tous ces éléments en compte tout en espérant que ce sera le cas au Palais de l'Unité tout à l'heure lorsqu'il sera 14 h. Mais il faut vous rassurer, chers téléspectateurs, la situation est assez critique, la situation est très grave, la sous-région est en état de surendettement mondial a rendu public les chiffres pour 2022. La croissance régionale s'élevait à 3,1% contre 1,7% en 2022. Comprenez justement que nous sommes allés décrescendo et la situation visiblement ne vise pas à renforcer ou alors à rassurer les populations africaines qui au jour le jour vivent non seulement sur le coup de la taxation comme c'est le cas au Cameroun, mais aussi de l'inflation, et nos politiques n'arrivant pas justement à maintenir le gap sont obligés d'oppresser les populations, de leur faire payer les taxes comme c'est d'ailleurs le cas au Cameroun, et les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. La dernière halte de cette émission justement est consacrée au bon à savoir, et pour aujourd'hui nous sommes le 16 décembre 2024, c'est la journée consacrée à la réconciliation. Qui vous a fait quoi et à qui vous avez fait quoi? Êtes-vous réconcilié? De toutes les façons, est-ce que c'est même important, urgent de se réconcilier avec votre petit ami ou votre ami ou votre mère? De toutes les façons, les analystes ici sur ce simplement après la transition. À tout de suite. La journée de la réconciliation, Yvan Aménige, est célébrée ce 16 décembre 2024. La journée de la réconciliation. Lorsqu'on introduisait cette thématique, je vous ai vu esquisser un petit sourire. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un ou à quelqu'un avec qui les gens se posent? Il faut se réconcilier. Oui, c'est vrai qu'il faut se réconcilier, parce que si la réconciliation n'existait pas, l'amour également n'allait pas exister. Mais sauf que malheureusement nous sommes dans une société où lorsque vous vous séparez,
de personnes, que ce soit amical ou encore en amour. Il y en a qui estiment qu'on ne pouvait plus garder le contact. Du coup, vous vous retrouvez parfois dans une posture ou encore dans une situation où vous êtes obligé d'accepter les exigences de votre semblable. Et il y a aussi des situations où c'est compliqué pour vous de vous réconcilier vous-même avec d'autres personnes, parce qu'il y a des situations où certaines personnes ont voulu même vous ôter la vie. Je ne pense pas que si quelqu'un cherche à vous ôter la vie et que les preuves sont claires, tangibles, palpables et autres, vous allez encore vous asseoir à côté de la personne et boire un verre sans aucune peur possible et autres. En fait. Donc parfois aussi, on ne doit pas forcément condamner ces personnes-là qui refusent le pardon. Parce que lorsqu'on essaye de voir ce que ces personnes ont eu à vivre, à traverser avec leurs semblables, on peut le dire sans embâche que parfois c'est compliqué pour ces personnes-là de pouvoir se réconcilier autrement. Ce que moi je veux dire ce matin, c'est que pour sortir, on doit savoir que la vie ne se limite pas à l'instant que vous passez avec la personne. Il faut savoir que la vie, c'est une continuité en fait. Donc on doit faire l'effort d'être le plus possible accueillant, courtois, assez tempéré avec n'importe qui, parce que demain X ou Y peut être cette personne-là qui vous soulève ou encore qui vous aide à sortir d'une situation assez compliquée. Vous voyez donc que si vous avez eu à vous séparer sur de mauvaises bases, si vous avez donc eu à dire que bon, comme c'est fini là, vraiment supprime mon numéro, il ne faut plus me parler. Comme c'est fini là, c'est vraiment fini. Il y en a qui le disent. Donc moi j'estime que non, le pardon doit toujours exister en fait, parce que nous sommes les Bantous, et après tout on a besoin de l'autre pour avancer. Parfois ça se fait autour d'un vin blanc. Jean-Claude Fouda, la réconciliation, une journée plutôt importante qui devrait ici intéresser certains Camerounais. Il me semble que si on a consacré toute une journée à la réconciliation, c'est que c'est important. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'on s'attarde tout simplement sur le mot même, mais mot. Sur la pratique. Il faudrait qu'on soit sur la pratique. Maintenant, la question se pose peut-être au niveau de la faisabilité et la manière. Parce que voyez-vous, pour réconcilier les parties, il faudrait peut-être que les deux ou les trois ou toutes les parties prenantes soient acquises justement à cette cause-là. Maintenant, si vous entamez la réconciliation de façon unilatérale, malheureusement, il est possible qu'on ne puisse pas atteindre l'objectif escompté. Parce que voyez-vous, la franchise des amours, c'est rien qui couvre. Et il me semble que c'est important parce qu'il faut se pardonner. La vie ne tenant pas à grand-chose, même si elle est très importante, et il faudrait, d'une manière ou d'une autre, pouvoir trouver l'énergie nécessaire, les mots qui vont avec, mots ici avec M-O-T-S, voilà, qui vont avec, parce que il y a des gens qui ne savent pas parler, et à ce niveau, ça fausse un peu. Vous ne pouvez pas demander pardon à quelqu'un avec un ton injonctif, ça ne risque pas de marcher. Donc il faudrait, d'une manière ou d'une autre, se rassurer qu'on est dans l'environnement qui va avec le type d'idée que vous voulez véhiculer, le type de pardon. Tout à fait. Et si parfois faire acte de grandeur, il faut savoir transcender. Quelqu'un qui vous demande des excuses, d'une manière ou d'une autre, vous excusez, mais ce qui ne voudrait pas vous demander justement d'oublier. La confiance n'exclut pas la méfiance, mais il faut pouvoir avancer. Il y va évidemment de la continuité, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du boulot, au niveau de l'État, au niveau des États, parce qu'il faudrait quand même pouvoir d'une manière ou d'une autre glisser, tomber, pouvoir se relever et continuer. Autrement dit, c'est une société qui court pratiquement à la perte et la réconciliation, il faut la célébrer évidemment et que chacun s'y mette à son niveau pour que la société, qu'on puisse quand même préserver ce qui est bon. Voilà, ce qui est bon, voilà, et garder ce qui est bon et puis se séparer de ce qui est mauvais. Yvan Amin l'a si bien dit tout à l'heure, la vie qui est une suite géométrique des raisons 24. Merci de te passer sur ce plateau. Le rendez-vous pour demain mardi. Merci Romaric, merci à mon très cher Jean-Claude Fouda, merci à tous les téléspectateurs. Jean-Claude Fouda, ce fut un plaisir. Oui, c'est un honneur et c'est un réel plaisir à chaque fois qu'il y aura la possibilité, bien entendu, de venir. On ne manquera pas. Merci également à toute la grande équipe de production qui a donc participé de près ou de loin à la réussite de cette première livraison de la semaine. Rodrigue
Jean-Jacques Ndié était donc derrière la baie vitrée, accompagné justement de celui-là qui a le pouvoir de manipuler les 8 caméras qui sont plantées justement dans ce studio, et Shemot qui fait justement la paix des braves en nous mettant justement à l'antenne dans le cadre de cette production. Merci encore à Steve Césaire Ngounou, responsable justement chargé de la production de cette émission, la coordination assurée par Reine-Christelle Tigniem, supervision générale honorable François Biba. Mesdames, Messieurs, je reste l'unique étoile du drapeau camerounais. J'ai ainsi eu l'honneur, le bonheur, le privilège de modérer les échanges de ce matin. Très bon début de semaine à toutes et à tous et bon sommet à tous les chefs d'État. À demain.